Lumière. 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 Lumière sur la géochimie environnementale. Si je vous demande le lien entre vin Kyr et l'eau souterraine, vous allez me répondre qu'on ne met pas de l'eau dans son vin et que vin Kyr, ça fait vraiment beaucoup. Allez, je vous donne d'autres indices. Je vous dis DMG, ou dernier maximum glaciaire, et gaz rare. Alors là, je sens vos oreilles se tendre. Oui, nous allons bien parler de climat passé grâce à la géochimie environnementale avec David Becker, professeur junior à l'Université de Lorraine, chercheur au CRPG. Il va nous expliquer ce que veulent dire tous ces termes étranges. Bonjour David. Pouvez-vous nous éclairer sur ces mots mystères et nous expliquer en quoi consistent vos recherches ? Bonjour Véronique. Alors, le DMG, ou le dernier maximum glaciaire, ça correspond à la période au cours de laquelle le froid a atteint son ampleur maximale à la fin de la dernière période glaciaire, qui avait quant à elle commencé il y a environ 115 000 ans. Alors, le dernier maximum glaciaire, il est marqué par une extension extrême des calottes de glace qui recouvraient une bonne partie de l'Europe du Nord et des États-Unis, mais aussi par un niveau des mers en minimal, environ 130 mètres plus bas qu'à l'actuel. Le pic de froid, il est daté environ 21 000 ans avant le présent, à la fin de ce que l'on appelle le Pléistocène supérieur. Alors à cette période, le climat était bien plus froid qu'à l'actuel, et les concentrations de gaz à effet de serre, comme le CO2 par exemple, étaient bien plus faibles, environ inférieures de 30% par rapport à la période pré-industrielle. Alors après, dans les mots que vous avez dit, vous avez parlé de Kyr, je pense que vous parlez de kiloyear. C'est ce qu'on utilise en recherche pour donner une indication de temps. Donc 20 kiloyear, ça correspond à 20 000 ans, 20 kilos années. Et le dernier mot que vous avez évoqué, les gaz rares, c'est quelque chose que j'utilise dans mes recherches pour contraindre le climat. Et ça correspond à des éléments, des atomes qui sont extrêmement volatiles et qui nous permettent d'apporter plein d'informations. Comment procédez-vous donc concrètement ? Allez-vous sur le terrain ou utilisez-vous des données ou échantillons existants ? Quels instruments scientifiques utilisez-vous également ? Alors, j'utilise dans ma recherche les eaux souterraines comme une archive du climat en analysant les gaz rares. Donc, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on se rend dans des endroits où il y a des pompes qui nous donnent accès à des eaux souterraines, ou alors des forages où c'est à nous de pomper. Quoi qu'il en soit, on récupère l'eau. On va empêcher qu'elle interagisse avec l'atmosphère en la piégeant dans des conteneurs qui vont être transportés jusqu'au laboratoire. Et au laboratoire, on va mettre cette eau dans des lignes sous ultravides qui vont permettre de dégazer l'eau, donc d'enlever les gaz qu'elle contient, qui vont ensuite être transférés, purifiés. On va enlever les gaz qui ne nous intéressent pas et on va les analyser. Alors les analyses, on fait ça en spectrométrie de masse. La spectrométrie de masse, c'est assez simple. C'est quand il s'agit de déterminer la composition d'un échantillon, on va essayer de compter le nombre d'atomes, de différents atomes que l'échantillon contient. Alors, ce qu'on fait pour cela, c'est qu'on va accélérer les atomes. Donc, la première étape, c'est d'en faire des ions. Donc, les ions, c'est une fois qu'ils ont perdu une charge. Et quoi qu'il en soit, une fois qu'ils sont accélérés, on va les faire prendre un virage. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les différents atomes, ils ont différentes masses. Et donc, si par exemple vous demandez à un camion ou à une petite voiture de prendre un virage serré, le camion va avoir beaucoup plus de mal à tourner dû à son inertie. Et c'est exactement la même chose pour un spectromètre de masse, où en fait on va accélérer les différents atomes à la même vitesse, et en fonction de leur masse, ils vont prendre un virage plus ou moins serré, et ce qui va nous permettre ainsi de les séparer, de les compter, et d'avoir accès à la composition chimique de la matière qu'on analyse. Ça prend combien de temps ? Par exemple, vous décidez d'analyser un gaz à la fois. Oui. Bon, d'accord. Alors, vous décidez de travailler sur un gaz. Combien de temps vous allez prendre pour faire ça ? Je ne sais pas si vous le savez, mais même l'eau plate est gazeuse. C'est-à-dire que dans l'eau, il y a toujours une grande variété de gaz qui sont des gaz en fait, de l'atmosphère qui rentrent en solution. Et nous, quand on est en laboratoire, on est obligé d'extraire tous les gaz à la fois. Mais une fois qu'on les a extraits, ce qu'on peut faire, c'est les séparer, les garder plus ou moins longtemps dans notre ligne de purification avant de les analyser. Finalement, entre l'extraction des gaz et leur analyse dans le spectromètre de masse, ça prend que quelques heures. Donc ça prend pas tant de temps que ça. D'accord, voilà, vous avez répondu à mes questions. Et en fait, donc, ces fameux gaz, pourquoi et comment ces gaz rares vous aident à reconstituer le climat ? Oui, alors les gaz rares, ils sont très particuliers.
la plupart des atomes, ils ont une sorte de déficit d'électrons, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout à fait bien dans leur corps d'atomes, et ils vont avoir besoin de faire des liaisons chimiques avec d'autres atomes pour former des molécules et être plus stables. Sauf que les gaz rares, c'est pas le cas. Ils sont complètement associables, ils ont leur quota d'électrons et ils vont faire aucune liaison chimique avec les autres éléments. Et cette particularité en fait des traceurs, en fait des processus physiques qui régissent l'évolution des gaz dans les eaux souterraines. Si on prend le carbone, par exemple, il suffit qu'il y ait de la biologie, qu'il y ait des microbes ou qu'il y ait de l'interaction avec des roches carbonatées qui contiennent du carbone, etc., pour que l'information qui nous intéresserait soit perdue. Eh bien, pour les gaz rares, ce n'est pas le cas. Et en l'occurrence, l'information qui nous intéresse pour les gaz rares, c'est une information de température qui est enregistrée au moment où l'eau souterraine est mise en place dans le sous-sol. C'est-à-dire que la quantité de gaz rare qui va être mise en solution dans l'eau souterraine dépend directement de la température qui règne à la surface. Et donc, en fonction, donc si par exemple on est sur une période plus chaude, eh ben, on va avoir moins de gaz rares qui vont rentrer en solution, puisque on dit la solubilité des gaz rares décroît avec la température. Et donc nous, en analysant par spectrométrie de masse la quantité de gaz rares archivée dans les eaux souterraines, on arrive à remonter à une information de température. Maintenant, la seule chose qui nous manque, c'est la datation. C'est-à-dire qu'on a une information de température, il faut parvenir à l'ancrer dans le temps pour pouvoir reconstituer l'évolution du climat. Et ça, on le fait avec des datations carbone 14, tout simplement. Alors, tout simplement, ça marche comment, le fameux carbone 14 ? Le carbone 14, en fait, il y a une infime proportion du carbone dans l'atmosphère qui est radioactive. Quand je dis une infime proportion, c'est vraiment tout petit. C'est environ un atome sur 1000 milliards. Donc, il n'y a pas de problème pour la santé. Par contre, c'est assez pour que nous, on fasse des mesures de la quantité de carbone 14 qui est présente dans les eaux souterraines. Alors, ce qui se passe, c'est que tant que l'eau souterraine, enfin que l'eau, en l'occurrence, est à la surface de la Terre et interagit avec l'atmosphère, elle va avoir la même quantité de carbone 14, la même proportion de carbone 14 par rapport au carbone total que l'atmosphère. Mais dès lors que l'eau souterraine rentre dans le sol et devient isolée de l'atmosphère, la quantité de carbone 14 va diminuer due à la décroissance radioactive du carbone 14, puisque c'est un élément qui est instable. Et puisqu'on connaît exactement la vitesse à laquelle cette quantité de carbone 14 va diminuer, eh bien on arrive, rien qu'en regardant la quantité qui reste, à déterminer depuis combien de temps le carbone 14 a décru. Et donc à revenir, à partir de là, à un âge ou une durée depuis laquelle l'eau souterraine s'est infiltrée dans le sol. Là, on parlait du carbone 14 et comment il permet de dater des eaux souterraines. Alors, d'ailleurs, il me semble bien que vous aviez fait une petite intervention au sujet de l'eau souterraine et de l'eau thermale de Nancy. C'est de l'eau qui date des mammouths, semble-t-il. Vous pouvez nous en dire juste 2 mots ? Oui, alors, lors de cette présentation, c'était pour l'ouverture du centre de Nancy Thermal, effectivement. Et l'eau de Nancy Thermal a cette particularité qui est finalement pas tant une particularité, puisqu'il y a énormément d'eau souterraine en Europe et au-delà qui datent de la même période. Mais c'est de l'eau plutôt ancienne. Et c'est ce qui donne les propriétés à cette eau-là, c'est-à-dire qu'elle a passé environ 20-25 000 ans dans le sol à interagir avec les roches. Et c'est pour ça qu'elle s'est chargée en sels minéraux et qu'elle apporte aujourd'hui tous les bénéfices qu'on lui attribue. Et donc, voilà, avec le carbone 14, on peut typiquement dater des eaux de 20 000 à 40 000 ans. Évidemment, une question me brûle les lèvres. À quoi cela peut-il nous servir de connaître la température d'il y a 20 000 ou 40 000 ans ? Oui, alors c'est une bonne question. Le dérèglement climatique, il faut bien se rendre compte qu'il est très hétérogène à la surface de la Terre. C'est-à-dire que si vous êtes sur les océans, sur les continents, proches de l'équateur ou bien proches des pôles, si vous êtes à basse ou à haute altitude, eh bien, vous n'allez pas subir le même réchauffement climatique. C'est-à-dire que la sensibilité climatique, donc c'est la quantité de réchauffement provoquée par l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère, ne va pas être uniforme à la surface de la Terre. Dans un monde à plus 4 degrés, par exemple, on pourrait imaginer qu'à Nancy, finalement, on aurait plus 8 ou plus 9 degrés. Ou en moins. C'est juste pour montrer l'exemple. Alors, ce que l'on essaye de faire maintenant dans nos travaux, c'est d'essayer de voir de façon régionale quel est l'effet
de l'augmentation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère sur le climat local. Et donc, une façon que l'on a de faire ça, c'est de voir comment est-ce que dans le passé, l'évolution de la quantité de CO2 et l'évolution de la machine climatique a affecté le climat à Nancy. Et c'est typiquement ce que l'on fait en analysant, par exemple, les eaux de Nancy thermales ou autres, où on arrive, grâce à nos analyses, à remonter à la température qu'il faisait il y a environ 20 000, 25 000 ans à Nancy ou dans les environs, et utiliser cette information pour renseigner l'évolution du climat à Nancy en réponse à une augmentation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère depuis 20-25 000 ans. Vos recherches s'inscrivent dans un cadre plus large et sont en résonance avec celles de vos collègues. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et quelles sont les perspectives de ces recherches à court et moyen terme ? Oui, alors je ne suis pas le seul à travailler sur ces thématiques au CRPG, on est tout un groupe. Nos activités ne font qu'augmenter au fil du temps. Alors, je vous ai parlé des gaz rares dans les eaux souterraines, mais il existe en réalité un grand nombre de ce qu'on dit des proxys, c'est-à-dire un grand nombre de façons de reconstituer le climat. Alors au CRPG de Nancy, il y a par exemple Pierre-Henri Blard, qui est spécialiste dans l'inversion de l'altitude à laquelle les glaciers s'équilibrent. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de l'altitude des glaciers et leur évolution au cours des temps, on arrive aussi à avoir des informations sur l'évolution du climat et son impact sur les températures en haute altitude. Et on a d'autres personnes, comme Charlotte Prudhomme, par exemple, qui travaillent, quant à elle, sur la composition des granules de vers de terre dans les sédiments fins. Et donc, en couplant en fait toutes ces différentes expertises qui nous donnent accès à des informations complémentaires, on arrive à avoir une reconstruction de plus en plus fine du climat au dernier maximum glaciaire, et ce qui nous permet non seulement de comprendre l'évolution du climat depuis ce temps-là, mais surtout d'en fait tester les modèles climatiques qui sont utilisés pour faire les projections du dérèglement climatique à long terme. C'est-à-dire que nous, par exemple, on travaille avec les personnes qui font les modèles climatiques utilisés dans les rapports du GIEC, et on leur demande de nous dire, voilà, d'après vos modèles, quelle était la température, par exemple à Nancy, il y a 20-25 000 ans. On peut comparer ces prédictions de modèles avec ce qu'on observe vraiment à partir des différentes approches qu'on peut utiliser, comme les eaux souterraines, et puis voilà, apporter des critiques en disant, voilà, votre modèle, il a une sensibilité climatique qui est un peu trop faible, un peu trop élevée ou quoi pour la région donnée, et affiner comme ça au fur et à mesure les modèles pour permettre d'avoir des projections de plus en plus fiables et sur lesquelles on peut vraiment se reposer pour nous adapter nos comportements et s'adapter en fait au dérèglement climatique. Alors David, je vous remercie beaucoup de nous avoir permis de mieux comprendre vos recherches et d'avoir partagé votre passion pour la transmission, parce qu'on sent que vous aimez ça et vous le faites très bien. Nous ne manquerons évidemment pas de suivre vos travaux et de faire appel à nouveau à vos lumières. Est-ce que vous avez un dernier message à nous faire passer ? Si j'avais un dernier message, ce serait de dire que la recherche, c'est un processus long qui demande du temps et qui demande une rigueur qui n'autorise pas la précipitation et la publication rapide de résultats dont on n'est pas absolument sûr. Mais depuis les premiers rapports du GIEC, depuis 1991, la communauté scientifique a accumulé assez de données pour qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de place au doute quant à la contribution au rôle que jouent les hommes dans le dérèglement climatique actuel. Et si je voulais finir sur un message, c'est de dire que c'est pas la première fois, bien sûr, que l'environnement évolue, mais c'est la première fois qu'il évolue de façon aussi brutale. Et donc, les conséquences sont assez incertaines. Et puisque l'environnement a évolué dans le passé, nous, notre rôle de scientifique, c'est d'essayer de voir les traces que ces évolutions ont laissées pour qu'on parvienne à comprendre vraiment ce qui contrôle la machine climatique, ce qui régit son évolution, et affiner ainsi donc les projections sur le dérèglement climatique avec toutes les implications sociétales que l'on connaît. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. C'était Lumière sur la géochimie environnementale avec David Becker, chercheur au CRPG et professeur junior à l'Université de Lorraine.